Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans le point d'actualité, je parlerai avec Pierre-Louis Germain de Nicox, Genkyotek et Onxeo. Et en interview, je recevrai Karen Ayache, directrice générale de l'Isogène, le Journal des Biotech. C'est parti. Et je retrouve, fidèle au poste, Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance pour ce point d'actu. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Et on commence, allez, pour une bonne nouvelle. Tiens, allons-y. Genkyotek, biotech spécialisée dans les inhibiteurs de NOX, qui vient de nous dévoiler des résultats positifs, très positifs, vous allez nous le dire, de phase 2 dans la cholangite biliaire primitive. Alors, résultat positif, oui, résultat intermédiaire quand même d'une phase 2. Voilà, non, c'est-à-dire qu'on aura des résultats définitifs sur toute la population. Il y avait un peu plus de 110 patients dans le courant de 2019, mais là, c'est des résultats intermédiaires sur 92 patients qui sont positifs sur les critères, les mesures biologiques qui étaient incorporées dans cet essai. Donc la pathologie, c'est la cholangite biliaire primitive. Et voilà, avec une significativité statistique également qui est satisfaisante. Donc une bonne nouvelle pour cette biotech. Bon, alors quand j'entends cholangite biliaire primitive, le mot compliqué à dire, je pense soudain à GenFit, un Intercept, parce que c'est souvent, c'est aussi des pathologies qu'ils veulent ou qu'ils adressent ou qu'ils veulent adresser à côté de la NASH. Est-ce que ce qui marche dans un sens marche dans l'autre? Alors, c'est deux pathologies différentes, mais effectivement, elles concernent toutes les deux le foie, l'inflammation du foie. Et les leviers thérapeutiques, pour faire simple, sont proches. C'est pour ça, effectivement, que GenFit, que Intercept et que d'autres s'intéressent à la fois à la NASH, à la fois à la PBC. D'ailleurs, le management de Genkyotek ne s'en cache pas. Ces résultats sont positifs dans la perspective, effectivement, d'aller lancer des développements cliniques, des essais cliniques avec ce même produit dans la NASH. C'est l'ambition affichée aujourd'hui par la société. Bon, il y a deux questions. La première, c'est est-ce qu'ils ont les moyens de leur ambition? Et puis, la deuxième, on en parle souvent sur le plateau. La NASH, c'est complètement embouteillé maintenant. Il y en a partout, des groupes qui développent des traitements contre la NASH. C'est pas un peu l'effet de mode qui arrive un petit peu tard, là? Alors, je réponds à la deuxième question pour commencer. Ouais. C'est vrai qu'il y a presque une cinquantaine de biotech entre les États-Unis et l'Europe qui sont aujourd'hui en développement clinique dans la NASH. Ça fait beaucoup de monde, mais 50 biotech, ça ne veut pas dire 50 mécanismes d'action. Et l'intérêt de Genkyotek, on en a parlé sur ce plateau il y a 2 mois, c'est qu'ils ont un mode d'action tout à fait original, tout à fait unique. Ces fameux inhibiteurs de NOX. Inhibiteurs de NOX, donc c'est une enzyme qui est impliquée dans des mécanismes d'inflammation. Et ce sont les seuls aujourd'hui avec cette technologie en phase clinique. Donc s'ils démontrent quelque chose dans la NASH avec ce mécanisme, ils seront les seuls avec ce mécanisme. Par exemple, GenFit et Inventiva, 2 autres biotech françaises engagées dans la NASH, ont la même cible, le même mécanisme d'action. Eux, Genkyotek, seraient les seuls avec ce mécanisme d'action. Bon. C'est pour ça que ça peut être intéressant. Alors, ça peut nous intéresser, mais est-ce qu'ils ont de quoi faire? Alors, pas du tout. Ils ont 1 an d'autonomie financière aujourd'hui avec à peu près 13 millions d'euros au dernier compteur, tour de compteur de cash. Mais voilà, une bonne nouvelle comme ça pourra sans doute les inciter à faire appel au marché. Ça ne voudrait pas dire justement, oui, qu'on peut-être s'attendre à une augmentation de capital Oui, il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre, surtout quand on affiche des ambitions dans la NASH, ça veut dire en perspective des essais cliniques avec beaucoup de patients. Et c'est un argument pour aller voir les investisseurs. Donc, gageons qu'ils soient suffisamment habiles pour profiter de cette bonne nouvelle et faire une augmentation de capital avec le moins de décote possible. Voilà. Bon, on va regarder ça. Autre bonne nouvelle, autre essai, c'est tombé il n'y a pas longtemps. Onxeo avec des essais de phase 1 intermédiaires, là aussi plutôt salués par le marché en tout cas. Alors, salué par le marché, alors que c'est des résultats là encore intermédiaires, ça n'est qu'une phase 1, mais effectivement c'est des résultats positifs. Alors comme Genkyotek, c'est un mécanisme d'action tout à fait nouveau, ce produit s'appelle Asidna, on en avait parlé ici aussi, c'est un produit qui inhibe les mécanismes de réparation de l'ADN, mécanismes dont les cellules tumorales se servent pour résister et survivre aux traitements médicamenteux. Donc on empêche les cellules tumorales de se réparer en quelque sorte. C'est l'objectif. C'est un mécanisme d'action nouveau, ce n'est pas les premiers à l'étudier, mais en tout cas en clinique, il n'y a pas beaucoup de monde et il n'y a personne dans l'industrie en tout cas. Donc ils ont ces données-là. Ce n'est pas des résultats d'efficacité, ce n'est pas des résultats proprement parlé cliniques, mais c'est des données sur l'efficacité dans la tumeur, des données, des biomarqueurs biologiques qui en tout cas ouvrent grand les portes à une phase 2.
Pierre, on se souvient, Hongséo, il y avait eu un passage, très 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 difficile avec l'échec de l'Ivatag. Est-ce que ça peut être aujourd'hui une raison de se réintéresser à ce dossier, au dossier Hongséo? Alors, c'est sans doute une occasion de s'y réintéresser. Ça reste un dossier très risqué parce qu'aujourd'hui, la plupart du pipeline des produits d'Hongséo ont été licenciés, pas toujours dans des conditions très très attractives. Il n'y a pas beaucoup de catalyseurs sur les produits licenciés. On pense au Béléodac. L'Oramic aussi, voilà, sur la candidose, je crois. Ouais. Exactement, le Citavig. Donc, il n'y a qu'un seul produit qui présente vraiment un catalyseur, c'est celui-là, c'est Acidna. Ouais. Il est en phase 1. C'est le seul vrai catalyseur pour la société. Alors à côté de ça, effectivement, on a une valorisation qui est toute petite, un peu plus de 60 millions d'euros. On a une société qui était une penny stock la semaine dernière, qui vient tout juste d'en sortir. Donc oui, s'y intéresser, pourquoi pas, mais attention, prudence, ça peut être extrêmement volatile. Pour investisseurs avertis, puisqu'on parle de valorisation de capitalisation, on va parler de celle de Nicox. Nicox qui a reporté son introduction au Nasdaq. Ça aussi, ça a été apprécié par le marché. Pourquoi ils ont finalement pris cette décision, Nicox ? Alors, le projet d'introduction au Nasdaq, il est assez ancien, c'est un petit peu... le serpent de mer, exactement, vous allez le dire, voilà, qui revient régulièrement, qui est régulièrement reporté, s'inédié. Alors, pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Ils évoquent les conditions de marché. C'est vrai qu'elles sont moins bonnes. Plus volatiles. Mais néanmoins, il y a des introductions qui se passent sur le Nasdaq. Au Nasdaq, il y en a toutes les semaines. Il y en a encore une cette semaine. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a peut-être un retard, une déception sur les ventes du Visulta. C'est le produit phare de Nicox, qui est licencié au groupe américain Bausch & Lomb, ancien ex-filiale de Valeant. Les chiffres ne sont pas tout à fait ceux qu'on attendait. On a un demi-million d'euros de redevances au troisième trimestre. C'est un produit qui a un potentiel de blockbuster et sur lequel Nicox doit toucher à peu près 5%, plus ou moins 5% du chiffre d'affaires. Donc les décollages de ces ventes qui devaient vraiment fournir un flux financier important pour Nicox, n'est pas encore là. On sait qu'il y a une stratégie chez Bausch & Lomb que les ventes pourraient décoller l'an prochain. Il y a des histoires de remboursement auprès des compagnies privées d'assurance aux États-Unis qui n'ont pas encore été faits. Alors peut-être que avec des revenus un peu plus solides, l'an prochain, Nicox aura... On reparlera du dossier d'introduction de Nicox. En tout cas, ils auront des arguments pour convaincre des investisseurs américains qui sont peut-être moins faciles à convaincre aujourd'hui qu'il y a 3 mois. Là aussi, est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser à Nicox aujourd'hui, Pierre-Louis? Alors, nous, on pense qu'il y a... Nicox, c'est une société qui souffre sans doute un petit peu de son histoire et de ses échecs passés. Une société qui a quand même un produit commercialisé aux États-Unis par un grand groupe qui, il y a quelques années encore, y voyait un potentiel de plus d'1 milliard d'euros de dollars de recettes, qui a un autre produit, NCX 470, également dans le glaucome, qui est en phase 2 actuellement, une valorisation de 150 millions d'euros, c'est un peu léger. Il y a sans doute du potentiel, mais peut-être qu'il faudra que Nicox aille sur le Nasdaq, rencontre des investisseurs qui ne connaissent pas l'histoire de Nicox. Il faut oublier le naproxinate, c'est ce que vous voulez dire. Qui n'ont pas tous ces préjugés et qui regardent vraiment le pipeline avec son potentiel et la réalité aussi de flux financiers à venir pour valoriser un peu plus que ça. Mais c'est très décoté, Nicox. Bon, on en reparlera peut-être prochainement d'une introduction sur le Nasdaq. Merci Pierre-Louis Germain. Tout de suite, c'est l'interview. Et je reçois aujourd'hui sur le plateau Karen Ayache, fondatrice et directrice générale de Lysogène. Bonjour Karen. Bonjour. Alors Lysogène, c'est une biotech fondée en 2009, introduite sur les marchés en 2017. Vous étiez venu en parler d'ailleurs à l'époque sur Boursorama. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une biotech qui est spécialisée dans les thérapies géniques, qui s'intéresse notamment aux maladies lysosomales. On va parler bien sûr de l'actualité avec Sarepta, qui a fait réagir les marchés ces derniers temps. Mais j'aimerais qu'on vienne dans un premier temps sur votre technologie. Vous adressez donc à ces maladies lysosomales, maladies de famille rares qui touchent les enfants, notamment le système nerveux central. Qu'est-ce que votre technologie a de plus soit différent des enzymothérapies qu'on a vu se développer pour traiter ce genre de maladies? Alors, le point de départ de notre travail, effectivement, ce sont des maladies qu'on appelle des maladies lysosomales, qui appartiennent à une famille plus grande de maladies que sont les maladies monogéniques, donc des maladies qui sont liées à un déficit génétique. Dit autrement, pour chacune de ces maladies, il y a un défaut sur un des gènes de l'organisme. Ces maladies monogénétiques ou monogéniques se caractérisent toutes par un défaut enzymatique. C'est la conséquence de la mutation du gène. Et donc, dans la famille des maladies dites lysosomales, la voie assez logique qui a été utilisée jusqu'à présent pour enrayer les symptômes pathologiques
c'est une voie où on remplace la protéine, on remplace l'enzyme par voie d'enzymothérapie, comme vous le disiez, lesquelles enzymothérapies sont délivrées par voie veineuse. Donc on injecte des enzymes dans le corps du patient pour remplacer celles qui ne marchent pas en fait. Hein, exactement, exactement. Cela étant, ces enzymes doivent être injectées à période régulière, soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines, ce qui est à la fois très inconfortable pour les patients et non optimal au niveau scientifico-médical, puisque finalement on procède à des injections, des bolus de substances actives. Régulièrement pour se faire traiter. Exactement. Dans les maladies lysosomales du système nerveux central, comme le nom l'indique, l'organe qui est affecté, c'est le cerveau. Or, ces protéines sont grosses et délivrées par voie veineuse ne peuvent pas passer la barrière hémato-encéphalique qui est d'une certaine façon une protection qui entoure nos cerveaux. Et donc, si on veut traiter une maladie du cerveau liée à un déficit enzymatique, on n'a pas tellement d'autres façons de faire que d'avoir une expression protéique ou enzymatique directement dans le cerveau, in situ. Et la seule façon de faire ça, c'est d'avoir des usines à protéines directement implantées dans le cerveau. Et qu'est-ce qui fabrique une protéine? C'est de l'ADN. Donc la thérapie génique, finalement, ça n'est rien d'autre que de transférer dans l'organisme d'un patient, et en l'espèce dans son cerveau, des milliards de particules d'ADN qui vont exprimer au long cours, donc on injecte l'ADN une seule fois, qui vont exprimer au long cours la protéine qui est manquante. C'est-à-dire qu'une seule fois, on est traité à vie, presque? Oui, c'est la promesse de la thérapie génique, et c'est aujourd'hui une promesse qui semble tenue. Si l'on voit les premiers produits qui arrivent sur le marché pour des maladies diverses, plusieurs produits ont maintenant été autorisés, et je pense très sincèrement que la prochaine vague de produits va être une vague de produits dont certains toucheront effectivement le cerveau. Alors, vous avez avancé dans la première maladie à laquelle vous êtes attaqué, c'est la mucopolysaccharidose 3A, donc la maladie de Sanfilippo. Vous avez des résultats cliniques qui ont été publiés il y a un peu plus de 5 ans dans cette maladie, des résultats encourageants, mais de l'aveu même de votre société, qui n'étaient pas des résultats optimaux. Ces dernières années, sur quoi avez-vous travaillé dans cette indication pour préparer la phase 3 que vous êtes prêt à lancer aujourd'hui? On a, vous avez raison, réalisé une phase 1-2 il y a quelques années avec 4 patients. L'essai avait lieu en France. C'était une première internationale, une première mondiale, et on en est très fiers. À l'issue de ce traitement expérimental, on a observé des améliorations chez les patients, notamment autour de l'hyperactivité, des troubles du sommeil qui caractérisent cette maladie, en plus de tout un tas d'autres symptômes très sévères. Cela étant, en effet, bien qu'encourageants, ces résultats étaient tout à fait insuffisants pour pouvoir prétendre à une autorisation de mise sur le marché. Et puis, les patients qui avaient été inclus ou enrôlés dans cet essai étaient déjà malheureusement des patients très avancés dans une maladie qui est dégénérative, et donc plus le temps passe et plus le patient est malade. Ce que l'on a appris, c'est qu'il fallait optimiser le produit, donc c'est ce qu'on a fait. On a aujourd'hui un produit de thérapie génique de 2e génération qui est beaucoup plus puissant que le premier. Nous allons aussi délivrer une dose 10 fois supérieure à ce que nous avons utilisé dans la première étude. Et puis enfin, et c'est extrêmement important, nous avons maintenant accès à des canules d'injection, puisque nous injectons le produit dans le cadre d'une opération de neurochirurgie. Nous avons accès directement dans le cerveau, en effet. Nous avons accès à des canules ou des cathéters d'injection extrêmement efficaces au niveau de la biodistribution du produit à travers tout le cerveau, ce qui n'était pas le cas lors du premier essai. Donc on a multiplié, j'allais dire, les leviers d'amélioration. On a beaucoup travaillé, on a considérablement étendu nos études précliniques, et fort d'une grande expertise, j'allais dire, réglementaire, et d'échanges constants avec l'EMA en Europe et les autorités européennes et la FDA aux États-Unis, on a la chance aujourd'hui de pouvoir rentrer directement en phase 3 en dépit de tous ces changements ou toutes ces améliorations qui ont été faites. Phase finale, pivot, qui doit permettre l'approbation du produit. Exactement. Bon, alors justement, ce produit, c'est celui qui a intéressé Sarepta dans le cadre d'un accord. Ça fait un certain temps que vous essayez de trouver des partenaires. Est-ce qu'il y en a eu d'autres que Sarepta avec lesquels vous aviez des négociations, et pourquoi finalement
cet acteur américain s'est imposé quand même peut-être comme le meilleur ou le plus adapté pour l'isogène. Oui, vous avez tout à fait raison. Il s'est imposé comme le plus adapté et le plus approprié. Et il s'est imposé parce qu'on a eu le choix. Et donc, dans le cadre d'un processus compétitif, on a eu beaucoup de signes d'intérêt d'entreprises américaines, européennes. Beaucoup américaines, vous disiez. Mais essentiellement américaines, avec des personnes, enfin des sociétés qui ont été très actives en data room pendant plusieurs semaines. Beaucoup d'entreprises qui sont rentrées donc sous confidentialité, qui ont démarré des discussions avec nous. Et puis, au final, voilà, il y avait quelques acteurs qui étaient particulièrement bien positionnés. Celui qui est arrivé sur la ligne d'arrivée, c'est Sarepta, pour différentes raisons. Je pense, nous pensions dans la société, nous le pensons toujours évidemment, qu'on avait là la meilleure équation sur tous les paramètres d'intérêt pour nous. Donc paramètres financiers évidemment, on avait un besoin de refinancement qui était très important. Également la meilleure proposition au plan business, au plan philosophique. Dans cette collaboration, l'Isogène reste en charge de l'exécution de tous l'essai clinique. Donc c'est un signe de reconnaissance qui est majeur pour l'Isogène et pour nos équipes. Et c'est aussi ce qui assure que la société garde une vraie substance. Et puis au-delà de ça, encore plus, on retient tous les droits européens ainsi qu'un certain nombre de pays ancillaires au moment de la commercialisation. C'est un gros marché, l'Europe. Et c'est un gros marché, en effet. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que dans le domaine des maladies rares, en particulier sur les médicaments à très forte valeur ajoutée pour les patients, puisque très forte valeur ajoutée parce qu'on part de maladies où il n'y a absolument aucun traitement. Maladie de Sanfilippo, c'est une maladie qui est mortelle au cours de l'adolescence, qui s'accompagne de multiples symptômes extrêmement grave, qui est associé à de nombreuses hospitalisations tout au long de la vie du patient. Et donc, de ce point de vue-là, sur ce genre de traitement, l'Europe constitue un territoire très important en termes de marché ou de potentiel commercial, quasiment aussi important, si ce n'est plus, que le simple territoire américain. Alors, il y a différentes raisons à ça. Le fait d'une réglementation qui nous privilégie au niveau du pricing, ça c'est une chose. Le fait qu'en Europe, depuis plusieurs années, on a des établissements hospitaliers qui se mettent en réseau, ce qui fait que quand un produit arrive sur le marché, comme quand le nôtre arrivera sur le marché, ça va réagir très vite. Les acteurs vont très rapidement pouvoir avoir accès à notre traitement. Et vous n'aurez pas besoin de lourds investissements commerciaux. Exactement, ça veut dire des sales force qui sont faibles, on connaît parfaitement les réseaux de référence. Donc tout ça, ça fait que le territoire européen, l'avoir retenu pour nous, c'est très important. Sarepta, c'est un acteur américain qui est coté au Nasdaq, qui est valorisé presque 10 milliards de dollars. C'est un pionnier des maladies rares, puisqu'il y a 2 ans, ils ont obtenu une autorisation de mise sur le marché pour un produit Xondis 51 dans la maladie de Duchenne. Ils ont une expertise, ils ont une expérience. Néanmoins, ça n'a pas été facile pour eux. Il y a 2 ans, il y a eu beaucoup de polémiques. En Europe, le produit n'a pas encore été approuvé. En tout cas, aujourd'hui, il n'est pas approuvé. Est-ce que vous pensez que ce sera plus facile pour votre produit que ça n'a été pour Xondis 51 avec Sarepta d'aller convaincre les autorités sanitaires? Alors, c'est difficile de lire dans la boule de cristal. Cela étant, compte tenu de la pathologie dont nous parlons dans la maladie de Sanfilippo et de l'approche finalement assez simple à comprendre, qui consiste à délivrer un gène dans l'organisme, et compte tenu essentiellement de tous les travaux précliniques qu'on a réalisés et qui montrent une efficacité vraiment remarquable, spectaculaire au plan de la distribution de notre produit dans le cerveau et de la capacité du produit à nettoyer les substrats, parce que c'est ça qui se passe dans ces maladies-là. On a une enzyme qui est déficiente, du coup des substrats qui s'accumulent et qui font exploser les neurones en fait. Voilà. Donc on a des résultats qui sont spectaculaires en préclinique. On a une population qui est bien caractérisée. On a fait une étude d'histoire naturelle très approfondie sur notre population. Et donc ça, c'est aussi un élément de comparaison et un élément d'appui qui va être majeur pour nous au moment de la mise sur le marché, ou même peut-être avant, si on lance des accès précoces au marché, ce à quoi on pense évidemment. Donc on a des paramètres d'évaluation qui me semblent de nature à pouvoir nous aider à faire la différence d'une manière assez, comme diraient les Américains, assez clear-cut. C'est noir, c'est blanc. C'est pas noir, c'est pas blanc, mais ce sera certainement plus facile à gérer
que les évaluations dans une maladie comme Duchenne. Et puis, il s'est passé du temps aussi, donc les autorités réglementaires elles-mêmes ont progressé, les payeurs progressent dans la meilleure compréhension des enjeux autour des maladies rares, parce que c'est vrai que quand on n'est pas habitué à ces pathologies-là, on a tendance à vouloir imaginer ou rêver qu'un traitement va nécessairement traiter complètement la maladie, entraîner une rémission, chose qu'on n'oserait pas imaginer pour Parkinson ou pour Alzheimer. Mais dans les maladies rares, on a tendance, quand on ne les connaît pas, à s'attendre à ça. Non, en fait, on ne peut pas... Tant mieux si on peut soigner totalement une maladie, mais il y a quand même des progrès majeurs pour un patient qui ont beaucoup de valeur, qu'il faut réussir à caractériser. Et ce travail-là, je pense que les autorités le font et que les autorités aussi en charge du paiement s'y mettent aussi. Bon. C'est important parce qu'il n'y aura pas beaucoup de patients dans l'essai. Exactement, on aura 20 patients, donc chaque patient compte et chaque donnée par patient est essentielle. On va faire un petit point trésorerie, puisque en fait, à fin septembre, il restait à peu près 6 millions d'euros dans les caisses de l'Isogène. Alors avec cet accord, vous avez tout de suite touché 22 millions d'euros. Sarepta est rentré à hauteur de 2,2 millions d'euros dans l'Isogène. Et puis, il y a un milestone, un paiement d'étape début 2019, à peu près 16 millions que vous considériez quasiment comme acquis sur la poursuite, le lancement de l'essai. Oui. Mais vous devez financer cette phase 3, on sait que c'est toujours assez coûteux. Vous me voyez venir, quelle est à peu près, du coup, quelle visibilité ça vous redonne, à l'Isogène pour la réalisation de ces essais et peut-être d'autres de votre portefeuille de médicaments? Alors, les chiffres que vous avez cités sont tout à fait exacts et même si confidentialité oblige, on ne peut pas décrire individuellement tous les milestones ou points d'étape compris dans le contrat qui nous lie à Sarepta. On peut toucher jusqu'à 108 millions d'euros au titre de cet accord. Donc c'est beaucoup d'argent. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, cette collaboration nous permet d'avoir une visibilité jusqu'à des points d'inflexion cliniques dans l'essai Sanfilippo très importants, que je situe à fin 2020. Et puis, ce financement ou cet argent, ces fonds frais, nous permettent de continuer nos 2 autres programmes, l'un pour une autre maladie lysosomale de l'enfant et l'autre pour la maladie du X fragile. Donc, c'est plus qu'une bouffée d'air qu'on a là, c'est un renouet très important. Vos développements. Exactement. Ouais. Est-ce que ça veut dire que dans 2 ans, l'essai de phase 3 est terminé? Vous êtes en phase clinique dans la gangliosidose? C'est ça le... Alors, j'espère bien que dans 2 ans, on aura lancé la phase clinique dans la gangliosidose AGM1, ça oui. Concernant l'essai Sanfilippo A, je pense qu'on aura à cette époque-là suffisamment de données cliniques pour pouvoir activer ces fameux programmes d'accès précoce aux patients, qui sont des programmes pour lesquels le sponsor est financé, que ce soit l'ATU en France par exemple, ou d'autres systèmes dans d'autres pays. Et ça, c'est aussi, j'allais dire, un petit peu la beauté du secteur des médicaments orphelins ou de notre niche, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir l'autorisation de mise sur le marché pour pouvoir commercialiser un médicament. Alors ça, c'est vraiment unique. Je pense qu'il n'y a que pour des acteurs comme nous que ce système existe. À partir du moment où on a des données d'efficacité qui commencent à nous laisser penser qu'il se passe vraiment quelque chose de favorable pour le... Peut-être même pas. C'est pas tracé. Et c'est là qu'il est important de travailler minutieusement, j'allais dire, sur les données patient par patient. Mais notre produit est le candidat idéal, compte tenu de la pathologie dont on parle et du fait qu'il n'y a pas du tout de traitement pour la maladie de Sanfilippo. C'est le candidat idéal pour ce genre d'accès précoce au marché. Un mot peut-être rapide sur le X fragile aussi? Oui, c'est un programme dont on est extrêmement fiers. Donner un petit peu une ligne d'horizon de ce qui va se passer? Alors, c'est un programme que nous développons en collaboration avec l'ASAT Connectus et avec une équipe dirigée par le Dr Moine à Strasbourg, qui vise à établir pour l'instant ou à solidifier, parce qu'elle existe déjà, mais à solidifier une preuve de principe dans le domaine du transfert de gènes dans la maladie du X fragile, qui est une maladie qui touche essentiellement les personnes, quasiment que les personnes de sexe masculin, qui appartient en partie au spectre de l'autisme, maladie qui touche une quinzaine de milliers de garçons en France. Si on prend les États-Unis, c'est 70 000 patients. Donc, on reste dans l'univers de la maladie rare, mais beaucoup moins rare que les 2 premières sur lesquelles nous travaillons.
Et l'équipe de Hervé Moine a mis au point une approche qui nous paraît extrêmement prometteuse et qui consiste à délivrer un transgène qui code pour une protéine qui est d'intérêt dans la cascade physiopathologique du X fragile. Donc là, on attend quoi? On attend la fin d'une preuve de concept d'ici préclinique. J'espère qu'on va beaucoup avancer dans l'année 2019. On pourra lancer des essais cliniques quand, une fois la preuve de principe d'efficacité établie, nous avons aussi finalisé les études de toxicologie. Donc c'est un petit peu tôt pour donner un point d'entrée en clinique, mais j'imagine que fin 2020, c'est peut-être un peu tôt, mais en tous les cas, on travaillera pour aller au plus vite comme on l'a toujours fait, mais vite et bien. Et ce qui nous encourage particulièrement dans cette approche, c'est qu'elle est originale conceptuellement, que l'équipe de Strasbourg a déjà des éléments très probants en termes de data, et que beaucoup se sont cassés les dents sur cette maladie, peut-être faute d'imagination, je ne sais pas. Mais si beaucoup se sont cassés les dents, ça veut dire aussi que beaucoup se sont intéressés à cette maladie et qu'elle est réellement... elle fait vraiment partie des maladies sur lesquelles on a envie de travailler, sur lesquelles on a envie de progresser, d'avancer. Et l'équipe alsacienne à laquelle je faisais référence est une des meilleures équipes dans le monde sur cette pathologie-là. Donc je pense qu'on tient quelque chose de bien. Beaucoup donc de nouvelles à attendre, 2019-2020, un agenda chargé. Merci Karen Ayache d'avoir été notre invitée aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci Pierre-Louis. Merci Laurent. Ce numéro du Journal des Biotech est désormais terminé. On aura le plaisir de vous retrouver avec Pierre-Louis Germain dans 2 semaines pour une nouvelle édition. À très bientôt.